Eh ben, bonjour à tous. Je me présente, Marie-Charlotte Papu. Je suis la directrice de la Fredon Bourgogne-Franche-Comté. La Fredon est en charge de l'organisation et de l'animation du dispositif de lutte contre la flavescence dorée, qui est une maladie en recrudescence dans notre région. Et à ce titre, on m'a demandé de faire une présentation du dispositif de lutte contre cette maladie dans la région. Donc je vais commencer par un petit historique sur l'apparition de la flavescence dorée pour remettre ça dans son contexte. La flavescence, alors la cicadelle, c'est pas un insecte qui est endémique à chez nous. Elle a été introduite entre les années 20 et les années 50. Elle est venue d'Amérique du Nord. Par contre, on a vu les premiers symptômes de flavescence dorée dans le sud-ouest à partir des années 50. La maladie s'est disséminée du Bordelais au sud de la France et puis est en train de progresser gentiment vers le nord. Il y a peu de vignobles qui sont à ce jour indemnes. Chez nous, la maladie, elle est apparue pour la première fois en 2004 sur des plantations. Entre 2004 et 2010, elle est apparue de façon sporadique et on l'a gérée, on l'a contenue rapidement. Par contre, fin 2011, on a découvert un foyer d'importance dans le Nord Mâconnais, qui est ce qu'on appelle maintenant notre foyer historique Nord Mâconnais pour la flavescence dorée. Donc ça a été découvert fin 2011 et tout le dispositif de lutte qu'on a mis en place a été mis en place l'année suivante, à partir de 2012. À l'époque, ça a vraiment eu de l'importance parce que vous pouvez constater sur la diapo qu'il y a eu pratiquement 12 hectares qui ont été arrachés dès l'identification de cette maladie. Donc, de base, il y a eu, ça a été assez traumatisant, surtout pour les viticulteurs concernés. Alors, la flavescence, c'est une maladie de quarantaine. Elle est de quarantaine parce qu'elle est épidémique. Quand je dis épidémique, c'est que potentiellement, elle a un facteur de multiplication x10, voire x20 d'une année sur l'autre, si jamais on ne fait rien. Donc ça peut progresser relativement vite. La difficulté, c'est que les symptômes de flavescence dorée sont complètement identiques à ceux d'une autre maladie qui s'appelle le bois noir. Donc visuellement, on identifie ce qu'on appelle des symptômes de jaunisse, mais il faut passer par le prélèvement et l'analyse laboratoire pour identifier les pieds flavescents. Un des principaux problèmes qu'on a dans la région, c'est que, vous le savez, les principaux cépages, c'est le chardonnay et le pinot noir. Et notamment le chardonnay, c'est un cépage qui extériorise très fortement tous les symptômes de jaunisse. Donc, quand on fait des prospections, on identifie vraiment un nombre conséquent de pieds symptomatiques. Donc ça, c'est pour la maladie. Le vecteur, c'est la cicadelle. Alors, de son petit nom, Scaphoidus titanus. Elle est présentée ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa présence, en fait, n'est pas un facteur limitant parce qu'elle est très fortement présente sur l'ensemble de la région Bourgogne. Et quand je dis très fortement présente, c'est qu'on est dans les régions de France où les populations de cicadelles sont les plus importantes. À titre d'info, par exemple, les collègues de l'INRA de Bordeaux, ils viennent faire leur prélèvement de bois pour faire leurs élevages de cicadelles chez nous. Donc, il y en a beaucoup. Et comme la flavescence, c'est une maladie de lutte obligatoire, c'est une maladie réglementée, il y a une lutte obligatoire. Et effectivement, c'est indiqué, on peut aller jusqu'à l'arrachage des parcelles s'il y a plus de 20% des ceps contaminés. Un petit état des lieux de la situation qui a été observée l'année passée.
Donc là, vous avez la carte de la région. Toutes les communes, en fait, c'est les communes viticoles, dans lesquelles on a fait des prospections et des prélèvements. Toutes les communes qui ressortent en rouge sont des communes sur lesquelles on a identifié au moins un pied de flavescence dorée, parfois même beaucoup plus. Et les communes qui ressortent en vert sont des communes dans lesquelles on n'a pas identifié de symptômes de flavescence dorée, par contre fortement du bois noir. Mais attention, en Bourgogne, on travaille par échantillonnage. On n'a pas les moyens humains et financiers de tout prélever, parce qu'on a énormément de symptômes. Donc, on a un bon état des lieux, mais c'est pas certain que les communes qui ont été identifiées comme étant en verte, il n'y ait pas un pied qui se cache au milieu de flavescence. Vous pouvez voir sur la carte, là ça donne un peu une évolution de la maladie. Le foyer a été identifié en 2012. De 2012 à 2017-18, il y a une très forte diminution de la maladie qui est liée à la mise en place de tout le dispositif de lutte. Et par contre, vous pouvez constater que à l'échelle des 5 dernières années, donc à partir de 2019, il y a une progression importante de la maladie. 2019, on commence à identifier un foyer en sud 71. Ce foyer, il progresse très rapidement et globalement, 2023, on estime que le foyer sud 71 Beaujolais a quasiment rejoint le foyer historique Nord-Mâconnais. Alors ça, c'est un petit état des lieux de la situation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a mis en place pour lutter contre la maladie ? Donc, tout notre plan de lutte, il est organisé sur 4 piliers que je vais redévelopper par la suite. Le premier pilier, c'est le traitement eau chaude. Il faut être sûr qu'on implante dans le vignoble des pieds sains, du matériel végétal sain, pour ne pas introduire la maladie, parce que je suis passée vite, mais sur la première diapo, les premiers pieds qu'on a identifiés en Bourgogne venaient en fait de plantations. Donc l'objectif, déjà, éliminer cette source de contamination. Deuxième objectif, prospecter au vignoble. Une prospection collective pour détecter au plus tôt les pieds malades et pouvoir les gérer le plus rapidement possible, avant que ça se dissémine de trop. Alors tout ça n'a d'intérêt que si on applique le troisième pilier, qui est l'arrachage des pieds malades. Et puis, si on fait tout ça, il ne faut pas occulter le traitement insecticide. Alors, on n'y va pas par gaieté de cœur. Le recours aux insecticides, on essaye de le faire de façon raisonnée, parcimonieuse. Il y a une analyse de risque. On est très conscient des impacts économiques que ça a pour les exploitations, des impacts environnementaux et puis des impacts sociétaux, parce qu'on ne va pas se mentir, les pesticides et plus particulièrement les insecticides n'ont pas forcément bonne presse, notamment chez le grand public. Le dispositif de lutte, alors nous, je vous ai dit, on est en charge de l'organisation et de l'animation, mais bien évidemment, on n'est pas tout seul, c'est une action qui est collective. On fait ça avec la profession viticole, notamment la CAVB, le BIVB. On fait ça avec les services de l'État, les services du SRAL à la DRAF. Et puis on fait ça avec les viticulteurs, on fait ça avec toutes les organisations professionnelles, les chambres d'agriculture, les techniciens de tous les organismes, Bio-Bourgogne, etc. La lutte contre la flavescence dorée, c'est à peu près 650 000 € par an et qui est financé en partie par des cotisations de vignerons.
Le premier pilier, donc, c'est le traitement eau chaude. Donc, comme je vous l'ai dit, les premiers foyers observés provenaient du matériel végétal. Donc ça avait été identifié par les services de l'État qui avaient fait des remontées de filière quand on avait identifié les pieds grâce au passeport phyto. Donc ça avait conduit en fait les professionnels de la région à avoir une réflexion et à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et les viticulteurs bourguignons ont été les premiers à inscrire dans leur cahier des charges des appellations l'obligation du traitement eau chaude. C'est une action qui, si elle était développée à l'échelle nationale, ça serait un élément de plus dans la lutte contre la flavescence. Le deuxième pilier, c'est l'organisation des prospections collectives. Donc l'objectif, c'est de couvrir 100% du vignoble, donc à peu près 33 000 hectares. On est un des seuls vignobles à avoir fait ce choix pour avoir la meilleure vision possible de la situation, flavescence dorée. Bien évidemment, si on couvre 100% du vignoble, on ne va pas faire ça tout seul. On a besoin des viticulteurs, bien évidemment. Et nous, au niveau de la Fredon, on a besoin d'avoir des interlocuteurs dans toutes les communes viticoles, sachant qu'il y en a à peu près 230 à l'échelle de la Bourgogne viticole. Et donc, on travaille avec des responsables communaux qui sont nos relais pour l'organisation de toutes ces prospections collectives sur place. Ce qui nous a été demandé par les viticulteurs, par la profession viticole, c'était également, à partir du moment où c'est une action qui est importante et qui est collective, et de préservation de l'état sanitaire du vignoble, c'était de pouvoir être sûr que tous les viticulteurs participent. Donc la profession a une volonté de sanctionner les viticulteurs qui ne participent pas aux prospections. Et du coup, on a fait évoluer les systèmes. On est parti de d'émargement papier et puis progressivement, on a amélioré l'identification et maintenant on travaille avec des QR codes qui permettent après, la profession et la CAVB transmet les données au service de l'État pour pouvoir engager des suites le cas échéant. Concrètement, comment ça se passe ? La Fredon, elle va accompagner les groupes de viticulteurs sur l'ensemble des communes viticoles. Nous, on fait à peu près 170 demi-journées de prospection avec les viticulteurs. On participe au lancement des prospections à la première demi-journée. Il y a des communes sur lesquelles, en une demi-journée, on va réussir à prospecter l'ensemble de la commune. Il y en a d'autres où les viticulteurs vont prospecter de façon indépendante par la suite. On essaye de former autant que possible les viticulteurs en rappelant les symptômes, en rappelant aussi ce qui nous est nécessaire pour pouvoir retourner sur les parcelles pour faire les prélèvements. Donc, comment faire un bon marquage sur les cartes. Et puis, selon la configuration du vignoble, on prospecte entre 2, 4 ou 6 rangs, selon la configuration, selon le type de cépage, etc. Donc ce dispositif, tel que je vous l'ai présenté, il a été bien jusqu'en 2018 pour maintenir et voire réduire la maladie. Et puis, on arrive au bout d'un certain temps parce que quand ça fait une dizaine d'années qu'on a une maladie, ça devient un petit peu la routine. Il y a forcément peut-être un petit peu de lassitude ou de démobilisation. On vit avec. Et donc, du coup, la maladie, c'est une maladie qui souffre pas le relâchement. Donc, on a vu depuis lors la maladie se développer et on essaye de s'adapter et de répondre de façon, autant qu'on peut aux adaptations qui nous sont demandées par les viticulteurs. Donc, par exemple,
pour essayer d'améliorer la prospection. Il y a des expérimentations de prospection individuelles qui ont été lancées sur 2 communes viticoles. Donc les viticulteurs dans ces communes-là font leur prospection sur leur parcelle, reportent tout avec le responsable communal sur des cartes, et les services de l'État demandent à ce qu'il y ait quand même une prospection collective de vérification sur à peu près le tiers des surfaces. On a fait évoluer aussi en faisant des doubles prospections. Donc en 2019, il y a eu un foyer qui a été identifié à Premaux-Prissay, en Côte d'Or. La configuration faisait que on était le long d'une voie ferrée, de l'autre côté d'une voie ferrée, le secteur était contraint et on s'est dit il faut donner un coup de plus sur la prospection sur ce secteur-là pour essayer de s'en débarrasser. Donc effectivement, c'est un secteur sur lequel une double prospection a été faite, donc une prospection en juillet avec un arrachage des pieds directement après pour éliminer en fait les sources d'inoculum le plus tôt en saison. Mais ça n'a pas affranchi les viticulteurs de faire tout le reste, donc de faire leur traitement, de faire les arrachages, de faire la prospection collective en septembre. Donc il y avait une double prospection. Les résultats de cette double prospection, ils ont été très positifs et c'est pour ça que maintenant on a développé le système à toutes les nouvelles communes nouvellement contaminées par la flavescence. Donc sur la carte, les points verts sont les pieds positifs FD identifiés en 2019. La flavescence, c'est une maladie sur laquelle on a toujours 1 an de retard qui va s'exprimer l'année suivante. Donc, 2019, la contamination datait de 2018. 2019, on a constaté, et 2020, on a mis en place tout le dispositif de lutte renforcé, notamment avec la double prospection. Par contre, on est bien d'accord que comme c'est une maladie sur laquelle on a 1 an de retard, les résultats ne se voient pas dès la première année. Donc, logiquement, en 2020, il y a eu une extension de la maladie. Je vous ai dit que ça peut aller x10, ça se vérifie bien. Donc, c'est les points qui sont en bleu en 2020. Donc, la maladie se développe. Et comme tout a été mis en place dès 2020, on constate avec les points roses en 2021 que dès l'année suivante, on se reconcentre sur un nombre de parcelles beaucoup plus limité, ce qui se vérifie en 2022. Bon, la carte n'est pas actualisée sur 2023, mais ça se réduit. Donc c'est des gros moyens. Enfin, les viticulteurs du secteur, ils passent du temps là, sur cette lutte. Mais si on fait tout bien, ou du mieux qu'on peut, on arrive à avoir des résultats assez rapides. Ce qui est important également, c'est la communication. Donc, on a la chance en Bourgogne d'avoir un site qui s'appelle Stop Flavescence, qui est géré par le BIVB et qui met à jour assez régulièrement toutes les données qui sont relatives à la flavescence donnée. Et puis c'est un site sur lequel les viticulteurs peuvent aller chercher de l'info, aller chercher les dates de prospection, les résultats, etc. On essaye de tester un certain nombre d'outils et c'est effectivement pour également améliorer les prospections. Donc on a testé des signalements avec des smartphones pour améliorer la prospection. On a testé des drones, des ULM, des caméras embarquées. Donc, je vais vous présenter ce qui a été fait dans le cadre du Challenge FD l'année passée. Donc, normalement, c'était ma collègue Céline Chauvenet du BIVB qui devait vous présenter cette partie-là, mais qui, malheureusement, n'a pas pu se joindre à moi aujourd'hui.
Donc, dans le cadre du Challenge FD, qui est géré par le Plan national dépérissement, les différents vignobles ont testé différentes solutions pour améliorer les prospections. Alors, les objectifs étaient triples. Déjà, c'était essayer de voir si on pouvait améliorer la prospection piétonne collective. Le deuxième objectif, c'était de voir si on pouvait identifier en amont des zones où on avait des symptômes pour ne pas passer à côté de foyers. Et puis le troisième objectif, c'était aider à compter, à dénombrer le nombre de pieds présents pour, in fine, avoir un arrachage plus efficient et lutter plus tôt en saison contre l'épidémie. Alors par contre, toutes ces solutions d'innovation, de recherche et développement, elles ne remplacent pas le travail des viticulteurs, on est bien d'accord. Il faut que les viticulteurs continuent à s'impliquer dans les prospections et dans la lutte contre la flavescence. Donc les résultats des deux systèmes qui ont été testés l'année passée en Bourgogne. Donc on a comparé une prospection collective qui a été faite par des techniciens formés à deux systèmes. Un système de caméras embarquées sur enjambeur qui s'appelle Bloomfield et un système qui mixte des données ULM et des données drone. Ça a été fait sur une surface qui était quand même pas anecdotique, puis ça a été comparé sur 3 hectares, donc sur plusieurs parcelles. Donc les résultats qu'on a pu observer, c'est que, alors on va prendre, ça a été fait sur plusieurs parcelles, on va prendre la première ligne sur, donc c'était une parcelle de chardonnay. La prospection technicien, elle a identifié 120 cep de symptômes de jaunisse. Le système qui mixe le drone et l'ULM a identifié 14 pieds symptomatiques. Le système de caméra embarquée en a identifié 332. Donc, bon, après, ça, c'est les résultats sur une parcelle. On ne va pas tout lister, on regardera juste peut-être la ligne finale, le total, pour constater que globalement, les tendances, elles sont un petit peu, sur l'ensemble des parcelles, elles sont un petit peu du même ordre. C'est-à-dire que dans un cas, on a la prospection technicien, et il y a un système qui sous-évalue et un système qui surévalue. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que souvent, alors au niveau des techniciens qui se penchent un peu sur la question, on nous dit souvent que c'est plus facile sur des parcelles de rouge en termes d'identification de symptômes que sur des parcelles de blanc. Parce que en termes d'intelligence artificielle, ça marche pas de la même façon. Donc après, moi, je suis pas, ça dépasse ma partie. Mais ce qu'on peut constater quand même, c'est que sur la parcelle de Pinot Noir, les résultats prospection piétonne, technicien identifie 9 pieds. Et les deux autres systèmes identifient 17 et 97 pieds. Donc, même sur du rouge, qui est censé être souvent un peu plus facile de ce qu'on nous avait dit, c'est pas forcément si tranché. En termes visuels, ça donne ça, c'est-à-dire que une prospection piétonne, ça identifie, ça donne ce type de carte. Et puis, effectivement, on voit que entre le système Scanopy et le système Bluefield, les résultats sont fort différents.
Donc, la conclusion des résultats de l'année passée, c'était que dans les conditions de mise en place l'an passé, il n'y avait pas un des systèmes qui répondait aux différents niveaux d'objectifs qui avaient été fixés au départ. Donc, après, c'est pas parce que ça marche pas sur une année qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. C'est des systèmes qui doivent s'améliorer, et c'est surtout aussi, il faut continuer à chercher d'autres systèmes qui nous permettront en fait d'améliorer soit la proximité, qui est l'amélioration de la prospection piétonne, soit la télédétection qui a pour objectif d'identifier en amont des prospections précoces, des prospections piétonnes, des surfaces sur lesquelles potentiellement il pourrait y avoir pas mal de symptômes. Donc, j'ai fortement développé le deuxième pilier qui était la prospection, parce que c'est un des piliers dans lequel les viticulteurs s'investissent le plus. Je passe maintenant au troisième pilier qui est la lutte insecticide. Alors, la lutte insecticide, c'est ce que je disais au début. On l'a fait en tenant compte d'une analyse de risque. L'objectif, c'est de limiter le recours à ces insecticides sur les surfaces vraiment sur lesquelles il faut se concentrer. Donc, on essaye de mesurer le bénéfice-risque du recours au traitement. On prend en compte différents critères. D'abord, l'importance de la flavescence. Est-ce qu'on est dans une commune où on va avoir un pied isolé, ou est-ce qu'on est dans une commune où il va y avoir un gros foyer à gérer? On va tenir compte des résultats du génotypage des souches de flavescence, parce qu'il y a plusieurs souches différentes en flavescence, et il y a des génotypes qui sont épidémiques et d'autres qui ne sont pas épidémiques. On va tenir compte aussi des niveaux de population de cicadelles de la flavescence dorée. Il faut savoir que dans certaines communes, on capture jusqu'à 2000 cicadelles sur un petit piège chromatique englué sur la saison. Donc il peut y avoir des niveaux de cicadelles qui sont fort importants. On va tenir compte de l'intensité de la prospection. Et puis, on va tenir compte aussi de la configuration des lieux, de savoir s'il y a des discontinuités de vignobles, etc., pour limiter au maximum les surfaces. En saison, on se sert également de tous les suivis cicadelles que nous faisons. Alors, on en fait énormément. On fait beaucoup de suivis au moment de l'émergence pour identifier les dates à laquelle les cicadelles émergent. Et puis pour pouvoir donner aussi les informations au service de l'État pour qu'ils calent les messages réglementaires de traitement de lutte obligatoire. Et puis on fait également beaucoup de suivi en saison sur l'évolution du niveau de population de cicadelles, de la dynamique de population, voir comment les stades, il y a 5 stades larvaires, puis des adultes, comment ça évolue. En 2023, pour info, on a suivi 110 pièges à travers toute la région, et on a fait également des essais de pièges connectés. Donc, pour l'année passée, c'était la carte qui présente les différentes zones de lutte insecticide. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous pouvez voir qu'il y a différents niveaux de couleurs. Qui montre que il y a des zones expérimentales sur lesquelles on teste le zéro traitement, mais en contrepartie, il y a tout un tas d'autres choses qui sont mises en place. Il y a des secteurs en bleu où on fait un seul traitement, on assure une protection de 14 jours. Les zones en orange, c'est une protection de 24 à 28 jours. Et les zones en rouge, qui sont plus sur le sud du département, c'est des zones où il y a 3 traitements
même en lutte obligatoire, alors que normalement, en lutte obligatoire, en lutte conventionnelle, pardon, on en fait 2. Donc le dernier pilier, c'est l'arrachage. Alors, vous allez me dire, à l'arrachage, vu tout ce que j'ai présenté avant, l'arrachage coule un peu de source. Effectivement, c'est une maladie qui est impactante, qui se dissémine vite, qui peut avoir des impacts forts sur le vignoble. Donc, à partir du moment où les services de l'État vous indiquent que vous avez des pieds qui sont positifs FD, la bonne logique serait d'aller les arracher. Donc effectivement, dans les arrêtés préfectorales, les viticulteurs ont jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour arracher leurs pieds positifs. Mais malheureusement, quand on passe en contrôle d'arrachage à partir de début avril, pour vérifier que on a tout bien éliminé les symptômes identifiés, les pieds flavescents, et l'objectif c'est de repartir sur une année saine. Et au premier passage, on a 18% de parcelles qui ont encore des pieds FD en place, voire même tous leurs pieds FD en place. Donc, on ne va pas se mentir, c'est un petit problème. C'est un petit problème parce que ça demande du temps, de l'énergie pour un truc qui coule un peu de source malgré tout. Et il faut savoir que dans certains cas, il faut qu'on passe 2 à 3 fois et que les services de l'État fassent des courriers de notification, des relances et des suivis pour que les pieds soient bien arrachés. Alors, quand on repart en début de saison, tous les pieds sont arrachés. Mais c'est dommage de mettre de l'énergie là-dedans alors qu'on pourrait le mettre dans la lutte. Et donc c'est pour ça, c'est fort de ce constat que certaines ODG ont décidé d'organiser cette année des contrôles en interne avant le contrôle officiel pour encourager leurs vitis à faire le job avant le début de la saison. Donc, historiquement, ce que je vous avais dit, la lutte contre la flavescence, c'est 4 piliers. Par contre, depuis 2-3 ans, on communique sur un 5e pilier qui est la prophylaxie. Parce que, vous avez vu, la maladie s'est fortement développée depuis 2019. On a fait des exploitations forcément de données et on s'est rendu compte que y avait des viticulteurs. Alors la majorité des viticulteurs, 51%, la moitié des viticulteurs, étaient concernés par une parcelle FD au sein de leur exploitation. Mais par contre, il y a une proportion non négligeable de viticulteurs ou de domaines qui sont concernés par plusieurs parcelles de FD au sein de leur exploitation, de leur domaine. Il y a 42% de vitis qui ont entre 2 et 5 parcelles FD. Et dans les cas extrêmes, il y a des vitis qui sont concernés par plus d'une vingtaine de parcelles FD. Donc logiquement, le viticulteur a un impact sur la dissémination de la maladie au sein de son parcellaire. La flavescence, alors la cicadelle, c'est une petite bestiole qui a un rayon de développement qui est assez limité sur le vignoble. On considère, alors l'INRA, l'IAV, il y a plusieurs études qui montrent qu'elle se déplace à peu près dans un rayon de 200 mètres. Alors après, comme c'est un insecte qui est léger, effectivement, elle peut se déplacer plus loin via des vents dominants notamment. Mais par contre, il y a un facteur qui n'est pas du tout à négliger, qui est le déplacement de la cicadelle via le matériel et notamment par les enjambeurs. Donc,
La prophylaxie, c'est le fait de nettoyer, même de façon sommaire, hein, on élimine tous les rameaux, tous les feuilles à la fin de chaque parcelle qu'on fait avant de passer à la suivante. L'INRA nous avait présenté cette diapositive que je me suis permise de reprendre parce qu'elle est assez parlante. C'est les collègues de la Chambre des Bouches-du-Rhône qui ont conduit cette étude. En sortie de parcelle, ils ont fait des aspirations de cicadelles sur le matériel végétal qui est resté coincé sur les enjambeurs. Dans à peu près 60% des cas, 57% pour être précis, on retrouve des cicadelles. On n'en retrouve jamais beaucoup. La moyenne, c'est 1,2. Pas grand-chose. Donc, on en retrouve souvent, mais très peu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on laisse le viticulteur poursuivre son chantier de traitement. Si on refait exactement le même travail avant qu'il ne rentre dans la parcelle suivante, donc là, il y avait un trajet d'1 kilomètre qui avait été fait, et ben on retrouve exactement les mêmes quantités de cicadelles. Donc, elle est restée accrochée malgré le déplacement sur 1 kilomètre. Donc, on se dit, ouais, ces petites bestioles-là, elles vont tomber. Et ben non, elles restent accrochées. Donc, c'est très important de mettre en place ce qui constitue maintenant notre 5e pilier, qui est le fait de nettoyer en fait, les rameaux, les feuilles, tout le matériel végétal qui reste à la sortie des parcelles. Donc j'en ai bientôt fini. En conclusion, on rappelle, en 2023, la lutte contre la flavescence à l'échelle du vignoble bourguignon, c'est à peu près 4000 viticulteurs qui sont mobilisés, sans parler de tous les institutionnels. C'est 25 techniciens en saison au niveau de la Fredon, sans parler de tous les collègues Chambre d'agriculture, Bio-Bourgogne, CAVB, BIVB qui participent. C'est l'année passée 3800 analyses, ça fait pratiquement 19 000 cep prélevés. Donc je vous ai dit, on travaille par échantillonnage. On fait ce qu'on peut, 19 000 c'est quand même pas anecdotique. L'année passée, les résultats de la prospection ont donné 243 échantillons positifs, répartis sur 47 communes. Bon, malheureusement, l'essentiel de ces communes est sur le département de Saône-et-Loire. L'année passée, il y a eu encore recours à un arrachage de parcelles, donc une parcelle qui dépassait les 20% de cep contaminés. Donc, comme je le disais, l'AFD, elle profite du moindre relâchement pour se développer. Et on a vraiment besoin de la mobilisation de tous et que tous, on reste mobilisés, même si, c'est du boulot, c'est pas simple, ça fait probablement suer, c'est à une période qui nous arrange pas, ça, on en est bien conscient, mais il faut continuer à se mobiliser sur la problématique. Et juste pour finir, quelques photos de ce qu'on a pu observé en 2022. 2022, au sud du département, on a vu des symptômes assez précoces de flavescence dans des parcelles. On a identifié à partir du 7 juin en tournée. Les collègues, les techniciens, après ils ont l'œil, ils se sont dit ça risque d'être problématique. À partir du 30 juin, il y a des prélèvements qui ont été faits parce que là, les symptômes étaient fortement plus marqués. Au mois de juillet, on avait des symptômes que d'habitude, on voit plutôt dans les prospections de septembre.
Et en septembre, la parcelle, elle donnait ça. Donc tous les pieds étaient morts et c'est une parcelle qui a été arrachée en 2022. Il y a eu une grosse mobilisation et une grosse entraide des viticulteurs sur le secteur. Et juste pareil, pour essayer de marquer les esprits, une petite animation de la vitesse à laquelle la maladie a progressé depuis 2019. Un pied en 2019. Et puis, vous pouvez constater l'évolution à l'échelle de 4 ans. Donc, restons mobilisés. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour. Je suis intéressé par les résultats que vous avez mentionnés du système Blossom. Je ne m'appelle plus. Bloomfield. Bloomfield, ouais. Voilà. Qui utilisait des caméras. Et vous avez remarqué que le système avait beaucoup d'effets positifs. Donc, c'est-à-dire, vous corrigez si je me trompe, c'est que le système a détecté 1400 pieds malades. Quelqu'un est allé sur ces 1400 pieds et il a vérifié que peut-être 1% seulement était malade, c'est ça? Non, alors en fait, on est passé sur la même parcelle. On a fait une prospection comme on fait terrain classique, avec une reconnaissance visuelle des symptômes par des gens qui étaient formés et compétents. Donc, moi, je ne sais pas, je crois que le résultat, ça donnait 120 pieds positifs. On est repassé sur cette même parcelle avec le système de caméras embarquées. Et sur cette même parcelle, ce n'est pas 120 pieds qui ont été trouvés, c'est 330 et quelques de mémoire. Donc, il y a beaucoup plus de pieds. Enfin, le système n'est pas suffisamment opérant en l'état actuel. Après, c'est de l'intelligence artificielle, ça va évoluer et il faut continuer à chercher. Mais sur les résultats de cette année-là, le système n'est pas suffisamment abouti pour être à peu près équivalent à une prospection humaine. Alors, la prospection humaine, elle est vraiment faite, elle n'a pas été faite par des viticulteurs lambda, elle a vraiment été faite par les techniciens, des techniciens qui ont 20 ans d'antériorité métier, même plus pour certains. Et les symptômes de jaunisse sont assez caractéristiques. Donc il n'y avait pas photo sur les pieds qui avaient été identifiés. Après, il y a eu des prélèvements qui ont été faits dans ces parcelles. On n'a pas prélevé les 120 parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt, mais c'est ressorti positif. Mais est-ce qu'on a fait des tests sur certains pieds qui avaient été identifiés par le capteur embarqué et pas identifiés par les humains, juste pour vérifier que c'était bien des faux positifs de manière aléatoire? Alors, ça n'a pas été fait. Par contre, les faux positifs, vraiment, étaient des pieds qui n'avaient 0 symptôme. Donc, après, on est là pour essayer d'améliorer le système. Dans la pratique, à partir du moment où il n'y a pas de symptômes, on n'analyse pas parce que tout a un coût. et que du coup, on préfère garder cette analyse, le coût de cette analyse pour des pieds qui sont symptomatiques. Si vous n'avez pas de questions, bonne fin de journée.